et je vais vous présenter les différents intervenants par ordre de passage. Donc, quand je vous appelle, vous pouvez venir vous installer. Je pense qu'on va faire comme ça, ce sera aussi simple. Donc, tout d'abord, pour poser le contexte d'un point de vue technologique et la place de l'hydrogène, on va avoir Laurent Bizio, donc pilote écosystème propulsion et énergie embarquée au pôle Aerospace Valley, donc pôle de compétitivité à cheval entre les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, et avec qui on travaille main dans la main sur ces sujets d'aviation hydrogène, mais pas que. Hein, tu pourras peut-être préciser les contours de tes travaux. Alexis Pradi, donc, de l'entreprise Delair, plutôt sur la partie drone. Bienvenue Alexis. Ensuite, nous aurions Florian Pasquier, qui travaille donc chez Blue Spirit Aero en tant qu'ingénieur développement et qui nous précisera l'avancée donc, de cet avion léger à hydrogène. Également, on monte en taille. Vous aurez remarqué un peu le fil conducteur qui est la taille des aéronefs croissante. Avec Julien Lambert, donc responsable infrastructure nouvelles énergies chez Airbus, qui nous touchera un mot sur le 0E. Ça a été teasé par Jean-Christophe tout à l'heure pendant la plénière. Donc il précisera un peu les contours du programme 0E, mais aussi un mot, parce que ça fait partie de son travail au sein d'Airbus, sur les infrastructures aéroportuaires. Et enfin, en parlant d'infrastructures aéroportuaires, on aura également Guillaume de la Grand-Rive, qui travaille chez Engie et qui est notamment le chef de projet chez eux sur le projet iPort, qui est donc sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Et pour finir, Romain Devez, donc de l'ADEME, qui clôturera avec finalement comment l'aéronautique se saisit du sujet de la décarbonation et surtout quel impact de ces nouveaux carburants, les SAF, l'hydrogène, dans le mix énergétique. C'est bon pour vous, messieurs ? Parfait. Donc on va pouvoir commencer avec la première intervention de Laurent Bizio. Donc je te laisse prendre la parole. Le temps pour moi de lancer et partager tes diapositives. Merci Benjamin. Ravi d'être là et merci encore à l'organisation, l'équipe organisatrice et France Hydrogène pour cet événement. Et je profite aussi d'être ici à Pau, une terre aéronautique, hein, puisque si on revient au siècle dernier, c'était la première école de pilotage. Donc faire une table ronde aéro à Pau, ça a du sens. Donc pour entrer dans le vif du sujet, je travaille à Aerospace Valley et dans ce cadre-là, je m'occupe de tout ce qui est propulsion énergie embarquée et je vais vous présenter un peu le contexte dans lequel la filière aéronautique est engagée par rapport aux objectifs de décarbonation. L'objectif étant d'arriver à un net zéro, un bilan carbone neutre en carbone en 2050. Et pour ça, il y a beaucoup de leviers qui sont disponibles. Et sur la plénière, nos collègues d'Airbus en ont déjà parlé. On va pouvoir en actionner un certain nombre. Je vais juste faire une petite rétrospective sur la courbe que vous voyez à l'écran, la partie gauche, où on a vu quand même depuis les quelques dizaines d'années précédentes une évolution des émissions de CO2 de l'aérien qui a fait que croître de façon légère, mais croître malgré tout. Et ça, suivant un paradoxe quand même qui est intéressant de rappeler, c'est que cette croissance, elle a été le résultat d'une forte croissance du trafic aérien, mais en même temps, on a réussi à faire voler les avions de façon beaucoup plus efficace. Et donc, il y a eu un gain d'efficacité sur les avions. On ne parlait pas de décarbonation à l'époque, on parlait d'efficacité énergétique. Et s'il n'y avait pas eu ces travaux d'efficacité énergétique sur les avions depuis que l'aviation commerciale existe, on serait sur la courbe rouge et on serait déjà à des niveaux d'émissions de carbone extrêmement élevés dès aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on en est à un niveau qui est somme toute important, mais beaucoup plus réduit. Il convient maintenant de continuer à travailler sur la réduction des émissions, de l'efficacité énergétique et la décarbonation. Mais là, il va falloir mettre les bouchées doubles parce qu'il faut y aller de façon forcée pour arriver à l'objectif de 2050. Donc là, toute la communauté aéronautique au niveau international est d'accord là-dessus et on y va tous.
Donc sur les différents leviers, je vais passer rapidement, ça a été présenté en plénière juste avant de manger. Il va falloir renouveler les flottes, c'est-à-dire que les avions aujourd'hui qui volent, pour la plupart, sont âgés, ont entre 15 et 20 ans de durée de vie, et du coup, ces avions-là, ils sont sur une conception qui est relativement ancienne. Donc si on arrive déjà à renouveler cette flotte avec les avions actuels, on arrivera à décarboner de façon significative. Ensuite, il y a les nouvelles technologies qui, elles, arriveront d'ici 10 ans, 15 ans, puisque pour développer un avion, on ne le fait pas du jour au lendemain. Et donc là, des nouvelles structures avions, des avions plus légers qui traînent moins, et aussi des moteurs plus efficaces, avec des nouvelles architectures. On travaille également sur la partie hydrogène à proprement dit. Donc, comment embarquer de l'hydrogène dans un avion, et puis comment utiliser cet hydrogène dans un avion. L'hydrogène, il a quand même plusieurs atouts. C'est qu'on peut l'utiliser comme combustible, on l'a vu sur les différentes présentations avant, et puis on peut l'utiliser aussi comme un vecteur énergétique, c'est-à-dire un moyen de stockage de l'énergie pour derrière générer de l'électricité. À voir après, suivant l'avion, suivant la mission, comment cette électricité on l'utilise à bord. Autre point, c'est les opérations aériennes. Là-dessus, on est capable d'opérer les avions de façon différente pour qu'une mission qui va du point A au point B, demain, elle consomme moins d'énergie, elle nécessite moins d'énergie pour faire cette même mission. Alors ça peut être les opérations au sol, mais les opérations en vol aussi. Et dernier élément, c'est les sources d'énergie qu'on met dans les avions, notamment les carburants durables, donc Sustainable Aviation Fuels, qui sont des carburants qui sont soit issus de la biomasse ou soit des carburants reconstitués artificiellement, qu'on appelle les e-fuels, en recombinant du CO2 avec de l'hydrogène. Cet élément-là est très important puisqu'il va représenter la moitié de l'effort pour arriver au bilan carbone nul à 2050. Juste une remarque sur ces carburants. La problématique de ces carburants, c'est qu'ils sont aujourd'hui disponibles, ils sont certifiés, on sait voler avec. Simplement, pour voler avec de façon massive, aujourd'hui, on ne peut pas, pour la bonne et simple raison qu'on n'a pas les quantités suffisantes pour l'ensemble de l'aérien. Alors maintenant, juste pour vous préciser les différentes technologies possibles pour l'ensemble de ce qui vole à travers la planète. Là, sur ce graphe, on a l'ensemble des aéronefs qui volent aujourd'hui. Alors dans le carré bleu, on a les aéronefs qui dit aviation générale, c'est-à-dire les aéronefs de moins de 19 places et moins de 8,5 tonnes. Ensuite, sur le carré blanc, là c'est ce qu'on appelle l'aviation commerciale, et c'est là que se joue le gros de la décarbonation, puisque l'ensemble de la grosse partie des émissions de CO2 vient de ce carré blanc qui est l'aviation commerciale, donc tous les avions régionaux et commerciaux qui sont moyens, lourds, long courrier. Donc suivant les tailles de ces avions, on a des technos différentes, et on a du jet pour les avions commerciaux, un peu de turbopropulseurs, et pour les petits avions, on a des moteurs à piston. Et donc sur l'ensemble de cette cartographie, il faut qu'on arrive à décarboner. Et donc les différentes technologies, elles vont s'adapter sur les usages. C'est-à-dire un petit avion, on va pouvoir imaginer des propulsions électriques. On a déjà des avions qui volent à l'électrique avec des batteries. Ça reste limité à des avions de taille très modeste et des autonomies modestes. Ensuite, on va parler des SAF. Là, les SAF sont, ce que je disais juste avant, ils sont disponibles et on peut déjà les utiliser sur n'importe quel type d'avion parce qu'ils sont déjà certifiés. Leur seul problème, ce que je disais, c'est leur quantité disponible. Ensuite, on retrouve un peu ce qu'on voit sur l'automobile, avec des contraintes réglementaires un peu différentes, mais l'électrique, l'hybridation, on va le voir aussi sur les petits avions.
L'hybridation, on le voit aussi sur l'aviation commerciale et la techno des moteurs thermiques qui sont de plus en plus hybridés et de plus en plus des capacités de production électrique en même temps qu'on fait la poussée des avions. Donc c'est de l'hybridation. Et puis sur des technos un peu moins matures, là, quand on descend sur l'échelle des années, on parle des technos hydrogènes. Donc là, deux possibilités. Soit on l'utilise sous forme gazeuse, soit sous forme liquide. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sous forme gazeuse, ce sera réservé à des petites applications et des autonomies relativement faibles, donc pour la CS23. Et l'hydrogène liquide sera lui réservé pour des avions plus gros et des autonomies plus importantes. Et là, mes collègues d'Airbus pourront en parler beaucoup mieux que moi. Je ne parle pas des technos un peu plus long terme qui sont encore sur des questions comme l'ammoniac, pourquoi pas, mais ça reste encore très hypothétique. Donc tout ça pour dire que la décarbonation de l'aviation, le gros du morceau, c'est l'aviation commerciale, hein, donc la partie des gros avions. Et Aerospace Valley, on est une association qui regroupe plus de 850 membres pour développer la filière aéro, essentiellement dans le sud-ouest de la France. Et on a une majorité de membres dans ce secteur-là. Et on a une initiative qui s'appelle MAEL, qui vise à travailler sur la décarbonation des avions légers. Donc MAEL pour mobilité aérienne légère décarbonée. Et donc cette initiative, elle a 2 ans d'âge. Et on a plus de 300 membres qui y participent. Et que ce soit des avionneurs, des équipementiers, des infrastructures, on a tout l'écosystème qui se rassemble autour de cette initiative, justement pour travailler sur les moyens de décarboner l'aviation avec des technos plus ou moins en rupture. Et là, c'est un terrain de jeu très intéressant, puisque développer et démontrer des technos sur des petits avions, on le fait plus rapidement et à moins cher que le faire sur des gros avions. Donc ça permet, avec l'ensemble de nos membres qui travaillent sur ces domaines-là, et Florian pourra en parler juste après, d'avoir des démonstrateurs assez rapidement pour maturer les technologies. Donc Maël, c'est aujourd'hui 17 projets qui ont été subventionnés et lancés, et 17 millions d'euros de financement public, grâce à la région Occitanie et la région Nouvelle-Aquitaine essentiellement. Et on est aujourd'hui sur des guichets de France 2030, des guichets nationaux pour les nouveaux appels à projets qu'on lance. Voilà. Non, juste une dernière slide qui montre que faire voler les avions avec ces nouvelles sources d'énergie, c'est bien, mais si on n'a pas les infrastructures, ça ne volera pas. Et donc il faut aussi en même temps réfléchir avec les aéroports, les compagnies aériennes, les avitailleurs, les pétroliers, pour voir comment on met tout ça en musique et faire que demain soit une aviation plus verte. Merci. Merci beaucoup Laurent pour ces précisions. Merci. Qui pose vraiment le contexte sur la place effectivement de l'hydrogène, qui ne pourra pas remplacer toutes les applications aéronautiques, mais on le voit bien avec un nombre de passagers, une certaine distance, un certain poids, etc. Et vraiment une place assez précise à prendre qui est déjà conséquente. Pour les questions-réponses, on a souhaité d'abord enchaîner les présentations. Sans doute les questions que vous posez seront répondues par les présentations suivantes. Et on va dédier une session de questions-réponses à la fin de cet atelier. Donc notez-les sur un papier ou dans un coin de votre tête et vous pourrez les poser en fin d'atelier. On aura un bon quart d'heure, voire 20 minutes de questions-réponses. Donc surtout, n'hésitez pas. Alors la présentation suivante, c'est de l'entreprise Delair. Donc là, on va plutôt parler de drones, drones à voilure fixe précisément, je ne vais pas en dire plus, mais voilà, qui illustre bien un des applicatifs auxquels on ne pense pas à première vue quand on parle d'aéro, mais qui ouvre la voie finalement pour ce développement, et ça à des échéances assez courtes. Donc si je vais mettre la présentation, je vous laisse. Très bien. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alexis Prady, société Delair. Donc là, on va... en gros, pour situer la société, on va parler de la partie tout à fait à gauche du graphe de Laurent, c'est-à-dire les aéronefs les plus légers. Delair est leader dans les drones à voilure fixe électrique pour l'observation et l'inspection.
Alors on entend par observation, typiquement, je vais prendre un exemple, hein, la SNCF utilise nos drones pour lutter contre le vol de câbles. Mais on va avoir aussi RTE qui va faire l'inspection de ces câbles de ligne haute tension, Enedis, typiquement en utilisant nos drones. On est une société qui a été fondée il y a 12 ans, une PME de 70 employés, et on a développé 5 générations de drones, tous électriques. Pourquoi électriques? Parce que ça coûte moins cher en termes de maintenance, et aussi parce que c'est beaucoup plus simple d'utilisation. On va avoir des clients qui sont des agriculteurs, d'autres clients qui d'habitude utilisent des gros camions dans les mines à ciel ouvert, des militaires, des pompiers. Voilà, l'idée, c'est que ça soit accessible à tout le monde, et du coup on est parti sur des technos très simples. On a quand même plus de 70% de notre chiffre d'affaires qui est fait à l'export. Donc on vend énormément à l'étranger, en particulier en Afrique, Asie du Sud-Est et Europe de l'Est. Sur les drones, donc les 3 que l'on a en service aujourd'hui, enfin en service en tout cas, à la vente aujourd'hui, on a le plus petit qui fait 1,10 m d'envergure, qui va aller jusqu'à 10 km, et le plus gros qui fait 4,50 m d'envergure, pour vous donner une idée, et qui va voler 7 heures et aller jusqu'à 100 km avec un retour d'information de la charge utile. Charge utile, j'entends caméra ou lidar ou autre. Alors, tous ces drones sont électriques. Pourquoi est-ce que nous, ça nous intéresse l'hydrogène? Si on peut passer à la suivante. C'est pas forcément pour décarboner. Vous comprenez bien que nous, un drone électrique, déjà, en termes d'émissions carbone, on est beaucoup plus faible qu'un drone déjà thermique, mais aussi qu'un hélicoptère. Nos drones sont là pour réaliser les mêmes types d'applications qu'un petit hélicoptère d'observation. Aller survoler un pipeline, un oléoduc, aller surveiller une ligne électrique, etc. Donc là, on est là surtout pour aller chercher de la performance et donc de l'endurance. Un drone, de base, déjà par rapport à un hélicoptère ou un petit aéronef, il ne transporte pas de pilote. C'est le plus lourd dans ce qu'on transporte dans un avion, c'est le pilote. Si vous prenez une charge utile, une caméra de 5 kg, elle sera toujours plus légère que le pilote. Voilà. Donc déjà, rien qu'en enlevant le pilote, nous, on gagne énormément en termes d'endurance. Et donc du coup, on est... j'espère qu'il n'y a pas de pilote dans la salle, mais on est beaucoup plus performant en termes d'émissions carbone. Donc en fait, on divise la masse du véhicule par 40. Et pour vous donner un ordre d'idée, un petit aéronef, même de 3,30 m d'envergure ou 4,50 m d'envergure, va émettre 3000 fois moins d'émissions carbone qu'un petit hélicoptère d'observation. Donc on est sur des variations d'échelle énormes. Par contre, on a une problématique, c'est que pour aller chercher les mêmes types d'applications que les hélicoptères, il faut qu'on vole longtemps. Et pour voler longtemps, l'électrique c'est bien, mais à un moment, on arrive à la limite de la capacité de la batterie. Et donc en fait, l'hydrogène est là pour ça, et on se retrouve, du coup, vous voyez sur la courbe, en gros sur ce qu'on appelle les mini-drones, les drones de moins de 25 kg. À partir de 10-15 kg, on commence à avoir un intérêt à utiliser l'hydrogène en termes d'endurance. Et donc si on passe au slide suivant, merci beaucoup. Donc en fait, on s'est lancé là-dessus. On a commencé d'abord par un premier projet en 2017 qui s'appelait Hydrone, qui a fait ses premiers vols en 2020. Je crois que tu peux réappuyer une fois. Voilà, il y a la vidéo d'Hydrone. Donc ça, c'était en octobre 2020. Premier vol, on a pris un de nos drones, on l'a modifié. L'idée, c'était de faire un démonstrateur, d'apprendre. On a fait plusieurs vols, on a beaucoup appris. On s'est trouvé face à des problématiques qu'on n'avait pas forcément identifiées au début, d'un point de vue opérationnel, etc. Mais ça nous a permis d'énormément apprendre. Et suite à ce vol-là de 2020, on a lancé un nouveau projet qui s'appelle Mangabi et qui est financé en partie par le challenge Maël, justement, dont on parlait juste avant, avec des partenaires en Occitanie et en région Nouvelle-Aquitaine. Et ce drone-là est en cours de développement. On va faire les premiers vols en septembre-octobre de cette année, et l'entrée en service est prévue sur mi-2024. Donc la question qu'on s'est posée au moment de faire ça, c'est le choix techno. Quel type de technologie prendre au niveau hydrogène, ne serait-ce qu'entre cathode ouverte, cathode fermée, etc. On est parti, nous, sur de la cathode ouverte,
pour une question de poids. Il faut comprendre, là, je vous ai montré les 3 drones. En termes de poids, c'est 1,5 kg au total, le drone le plus petit. Donc celui-là, on oublie pour l'hydrogène. Il va falloir encore progresser en termes techno. Celui que vous voyez voler, il fait 15 kg au total. Donc 15 kg, ça veut dire que vous avez déjà une charge utile de 3 kg. Et puis après, il vous reste 12 kg pour la motorisation, l'électronique, la mécanique, l'enveloppe du drone, etc. Et celui qu'on va sortir là va faire 25 kg avec une capacité de décollage vertical aussi. Et l'idée, c'est d'aller chercher vraiment l'endurance. Donc on part sur une cathode ouverte avec la problématique de l'enveloppe de vol. Donc on travaille aussi sur les problématiques liées à la température. Cathode ouverte par rapport à la cathode fermée, le problème est lié aux conditions d'utilisation. Donc on travaille énormément là-dessus en ce moment, avant les premiers vols qui sont prévus là, pour la rentrée scolaire. Si on passe à la suivante. Juste pour vous donner une petite idée, voilà, vous voyez, là, on a le tout petit drone qui fait 1h30. Le drone de 3,30 m d'envergure, il va voler 3 heures, ce qui est déjà assez intéressant pour beaucoup d'applications. On parle là de 180 km franchissables. Le drone hydrogène, le premier drone, Hydrone, celui qui est à 4 heures, c'est une modification. Donc là, on a 2 tanks de 3 litres chacun. Pourquoi 2 bouteilles de 3 litres Modification simple, on a rajouté sur le côté. Si vous rajoutez que d'un seul côté, vous allez avoir une sorte de DAU à la place d'un drone. C'est bien, mais pas top. Donc on en a mis 2 pour équilibrer le poids. Mais par contre, 2 bonbonnes, c'est pas adapté très clairement pour faire des économies de poids. Et il faut bien se rendre compte que là, on va chercher jusqu'au gramme près de peinture. C'est-à-dire on a des procédés spéciaux pour ne pas mettre trop de peinture. Contrairement aux avions, nous, on va chercher jusqu'à 1 gramme, 5 grammes, 10 grammes de peinture mis sur le drone pour aller chercher 5 minutes, 10 minutes d'autonomie en plus. Donc voilà, le drone électrique que vous voyez, Setter, qui est le DT46 qui sort là en ce moment, il fait son entrée en service. Donc là, on est sur du Setter électrique. Donc là, déjà, c'est très très intéressant pour des tas d'applications. Et Mangabi qui sort du coup l'année prochaine, là on est sur du 12 heures. Et là, 12 heures, je vous avouerai qu'on commence à avoir du mal à trouver des télépilotes chez nous qui acceptent de faire des tests d'endurance, mais ce qui est plutôt une preuve de réussite. Voilà. Merci beaucoup. Il faudra faire appel aux pilotes des 24 heures peut-être Peut-être, oui. Et peut-être en toucher un mot sur le challenge qui est celui de Mangabi. Oui, alors Mangabi, oui, tout à fait. Alors, il me reste 2 minutes, donc parfait, je vais pouvoir en parler. On pourra passer à la slide suivante du coup. Donc, Delair, qui a 12 ans, est une équipe assez jeune. Je fais partie des plus vieux, je dirais. On a travaillé avec un partenaire qui est l'ISAE, une école sur Toulouse, ISAE Supaéro. Au départ, on travaillait avec eux parce qu'on a beaucoup d'ingénieurs de l'ISAE qui viennent travailler chez nous, et en particulier sur tous les aspects aérodynamiques, finesse de l'aile, etc. Et en travaillant, on s'est rendu compte qu'avec eux, qu'ils avaient un projet hydrogène qui s'appelait projet Mermoz, quand nous, on avait un autre projet hydrogène qui s'appelait Hydrone, et à un moment, on s'est dit pourquoi pas travailler ensemble. Et donc, on a commencé à travailler sur un projet qui s'appelle Défi Mermoz. Le projet, c'est de traverser l'Atlantique avec un drone à hydrogène, refaire la route de l'aéropostale. Pour ça, on réfléchit à l'hydrogène liquide, ce qui est un vrai challenge en termes opérationnels. Voilà, je ne vais rien vous apprendre, mais c'est un vrai challenge, l'hydrogène liquide. Et avant de partir là-dessus, pour une question de capacité à relever les challenges et y aller par étapes, ce qu'on a proposé à l'ISAE, c'est de partir sur le challenge Maël, sur un drone à hydrogène gazeux, donc qui est Mangabi, qui va sortir l'année prochaine, et sur lequel on travaille avec eux. Donc c'est l'un de nos partenaires. Je vais citer les autres. Il y a Aiko aussi qui est sur la place toulousaine et Pragma en Nouvelle-Aquitaine. Et donc l'idée, c'est de se faire la main vraiment sur l'hydrogène gazeux d'abord, de trouver un marché là-dessus, de mettre le drone, d'avoir un drone suffisamment fiable pour le mettre entre les mains des clients. Ça aussi, c'est un challenge, parce que l'avoir entre les mains de nos ingénieurs qui savent bidouiller à la dernière minute la ligne de code pour faire en sorte que ça vole comme il faut, et le mettre entre les mains d'un client à l'étranger qui va l'opérer tous les jours dans des conditions très rudes, c'est pas la même chose. Et enfin, une fois qu'on aura fait ça, l'idée c'est de partir vraiment sur de l'exploratoire hydrogène liquide avec traversée de l'Atlantique. Voilà. Merci beaucoup Alexis. Merci.
Idem pour les questions, retenez bien et on pourra les poser à la fin. Mais on a là un applicatif qui est intéressant parce qu'il n'est pas motivé uniquement par la décarbonation, mais bien par des performances qu'apporte l'hydrogène et c'est important de l'avoir en tête. Nouvelle intervention, donc Florian Pasquier, qui travaille donc chez Blue Spirit Aero. On connaît surtout, je pense, certains d'entre vous, Olivier Savin, le fondateur, mais un peu moins Florian, ce sera l'occasion pour toi de... Je le remplace en effet. Exactement. À 20 minutes, et je te laisse la parole. Je projette tes diapos. Merci. En effet, Florian Pasquier, je représente la société Blue Spirit Aero. Donc pareil, on est basé à Toulouse, non loin de Delers, et des bureaux de Laurent aussi. Donc nous, on développe un avion à hydrogène, 4 places, à destination des écoles de pilotage que vous allez voir ici. Pourquoi les écoles de pilotage? Il y a 3 points qui nous ont menés vers ce chantier. Déjà, une flotte très vieillissante. Les avions actuellement qui sont en vol sont des avions thermiques qui ont plus de 40 ans et donc dont il est de plus en plus dur de maintenir en service, dont les structures arrivent en bout de course. Et il y a un besoin de remplacer cette flotte, soit par des solutions qui sont déjà existantes thermiques, mais aussi il y a de plus en plus un regard vers les solutions, les nouvelles solutions bas carbone. Il y a également des exigences sociétales au niveau de la prise de conscience écologique sur les émissions polluantes, les nuisances sonores qu'il peut y avoir autour des aérodromes de par les riverains. Et à partir de maintenant, ça devient non seulement des enjeux sociétaux, mais aussi des enjeux économiques pour les écoles de pilotage qui commencent à avoir du mal à opérer leurs avions, par exemple tôt le matin ou tard le soir. Il y a de plus en plus, les riverains font de plus en plus entendre leur voix autour de ces terrains et peuvent gêner l'utilisation de ces avions. Et le troisième point, qui va un peu en contradiction avec celui que j'ai dit avant, c'est le fort besoin de pilotes. Il y a de plus en plus besoin de pilotes. On a vu Laurent qui nous montrait une augmentation de la courbe d'utilisation des avions. Et pour utiliser ces avions, il va falloir aussi des pilotes. Et si on a besoin de pilotes et moins on ne peut plus opérer les avions, ça commence à avoir un problème. Donc, d'où le développement de cet avion, l'avion Dragonfly, un avion à 4 passagers, propulsion hydrogène, et qui a une architecture particulière qui, comme vous pouvez le voir, est équipée de 12 groupes propulsifs. Ce sont des groupes propulsifs indépendants et identiques qui permettent une forte redondance des systèmes. Chaque groupe propulsif est équipé de sa pile à combustible, donc une petite pile à combustible, qui est plus facile à trouver sur étagère et à développer. Notamment dans le cadre des appels à manifestation Maël, on travaille sur le développement de cette pile à travers des essais en vol et de l'optimisation. Donc une petite pile facile sur étagère et également son stockage d'hydrogène. Le fuselage, quant à lui, du coup, la seule fonction qui lui reste, c'est le transport de la charge utile. On se retrouve donc avec un fuselage qui peut être plus large, avec un large champ de vision, et donc qui est agréable à piloter pour les élèves pilotes. On utilise de l'hydrogène gazeux, car c'est une solution qui est déjà disponible sur l'infrastructure, mise en place, et qui est aussi plus facilement acceptée. On peut voir déjà à Pau avec les bus à hydrogène, à Biarritz les vélos à hydrogène. Si tu peux passer. On a regardé ensuite quelle pouvait être l'équation économique de ces avions. Donc il faut savoir que pour une formation de pilote, il y a toujours un instructeur et 2 élèves. Donc il faut un avion au minimum 3 places. Pardon. On a choisi d'en mettre 4, quitte à avoir 2 rangées. Et donc il nous est apparu avec les hypothèses que vous voyez ici, que l'avion à hydrogène était pouvait être tout à fait compétent pour répondre à ce marché. C'est une utilisation, l'école de pilotage, c'est une utilisation intensive. À savoir qu'il y a du tour de piste, il y a de la maniabilité, mais il y a aussi des longues navigations. Donc il faut un avion qui peut voler longtemps. On est parti sur au moins 3 heures de vol. Un avion thermique peut faire plus, mais les pilotes se limitent à peu près à 3 heures pour qu'ils aient le temps de changer et de tourner. Utilisation intensive veut dire aussi un besoin de remettre les avions rapidement en vol une fois qu'ils ont atterri, qu'ils ont utilisé leur plein. C'est la raison pour laquelle on vise un temps de rechargement et de remise en vol de 10 minutes. Dans notre cas, ça se fera par un port de rechargement situé sur chaque aile et qui alimentera en hydrogène gazeux chacun des 6 moteurs d'une aile. Je parlais tout à l'heure de contraintes sociétales et environnementales. Les plages, on peut, avec un système électrique, augmenter la plage d'utilisation de l'avion. On peut décoller plus tôt le matin, atterrir plus tard le soir, sans pour autant gêner les riverains.
Donc on peut voir que cette contrainte s'applique à la fois sur les avions à batterie et aussi sur les avions hydrogène. Et dans notre cas, pour l'hydrogène, on est parti d'un coût d'énergie de 10 € par kilo. On peut voir que c'est la contrainte forte qui guide en fait le coût à l'heure de vol, sachant que ce coût va réduire en fonction du prix de l'hydrogène et de sa fabrication. Toutes ces hypothèses ne prennent pas en compte aussi la réduction de maintenance qu'il peut y avoir sur un powertrain électrique, avec la réduction du nombre de pièces tournantes, la réduction du consommable et des lubrifiants. Donc voilà, là c'est juste une comparaison pour l'utilisation. Enfin, pour revenir sur pour consolider ce choix de l'aviation de formation de pilote, c'est un segment qui est idéal pour le développement de l'infrastructure. Parce que c'est une flotte captive. Les pilotes et les instructeurs volent en général autour de leur terrain de base. L'avion, tous les soirs, va rentrer à sa station. Et donc, ça nous permet d'avoir une station unique, une station à abreuvoir, qui va être déployée sur le terrain. On a également des faibles quantités d'hydrogène qui permettent l'utilisation de stations déjà développées. On peut voir, il y en a une devant la station de Hathaway qui, étant donné qu'elle est portable, elle peut être embarquée sur un camion et mise en service rapidement et de façon agile sur le terrain, sans nécessiter beaucoup de génie civil. Et il faut demander des autorisations, mais c'est beaucoup plus facile à mettre en place qu'une grosse station de kérosène. Voilà donc un peu ce qui nous mène à développer cet avion, et l'utilisation de l'hydrogène en effet nous paraît la solution appropriée pour développer ça. Merci. Merci beaucoup Florian. Donc solution silencieuse, usage intensif, on retrouve les mêmes arguments que sur la mobilité finalement, c'est assez intéressant de voir le parallèle. Pour la suite, donc on a Julien Lambert donc, de Airbus. Idem pour Julien, je vais te laisser te présenter et je vais projeter tes diapositives. Merci beaucoup Benjamin et bonjour à tous. Très heureux d'être ici parmi vous et on remercie également France Hydrogène de nous avoir permis de venir nous exprimer aujourd'hui. Et je voudrais remercier Laurent aussi qui m'a pas mal dégrossi le sujet justement sur cette feuille de route de décarbonation. Alors ça c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Ah, oui peut-être pardon, pour me présenter. Je suis responsable infrastructure nouvelles énergies dans le cadre du programme 0i, donc l'avion à propulsion hydrogène au sein d'Airbus. Alors cette planche représente effectivement quelque chose que vous avez déjà vu plusieurs fois maintenant, c'est la stratégie de décarbonation que l'ensemble de l'industrie de l'aviation a décidé de suivre. Donc c'est l'engagement qui a été pris au sein de l'ATAG, donc l'ensemble des représentants de l'industrie, en 2021, d'atteindre un niveau d'émissions net zéro en 2050. Donc je ne vais pas m'appesantir sur les différentes contributions que Laurent a parfaitement bien décrit tout à l'heure, mais simplement pour vous dire que Airbus travaille sur l'ensemble de ces sujets, c'est-à-dire que là, même si je vais vous parler aujourd'hui de l'avion à hydrogène, il faut savoir que nous travaillons sur l'ensemble de ces différents aspects. Bien sûr, donc sur la partie renouvellement de la flotte d'avions, nous faisons en sorte d'améliorer en permanence la performance de nos appareils, que ce soit en termes de propulsion, d'aérodynamique ou de gain de masse, de manière à réduire les émissions de cette nouvelle génération d'avions. Ensuite, au niveau des technologies disruptives, donc là, évidemment, l'hydrogène va être complètement dans cette catégorie, on va pouvoir en parler davantage. La partie opération et infrastructure, il faut savoir aussi qu'il y a quand même quelques pourcents à gratter en termes d'optimisation du trafic aérien, en termes d'opération sol également, où parfois les avions sont moteurs tournants pour des usages sol qui peuvent du coup émettre aussi du CO2. Et c'est vrai qu'en électrifiant et en optimisant ces opérations sol, on peut gagner très facilement et à moindre coût quelques pourcents d'émissions de CO2 en moins. La partie de carburant durable, bon, ça, mon collègue Jean-Christophe ce matin l'a parfaitement bien décrit au sein de la session plénière où effectivement nous faisons en sorte que nos appareils deviennent compatibles avec un pourcentage de SAF qui atteindra 50% très rapidement dans la prochaine génération d'avions et à terme 100% de SAF, donc ils seront compatibles entièrement avec les carburants de synthèse. Et la zone grise, c'est celle que l'on veut éviter à tout prix, c'est la partie compensation, où là, effectivement, c'est la façon de réduire les émissions de CO2 par de la capture de carbone dans l'atmosphère ou par d'autres procédés de compensation qui, aujourd'hui, permettraient peut-être d'atteindre ce zéro, même si aujourd'hui, on fait tout pour ne pas en avoir besoin.
Tu peux passer là, oui, à la planche suivante. Alors pourquoi l'hydrogène? Alors il faut savoir que ça fait, c'est pas un sujet nouveau, hein, la réduction des émissions de CO2 au sein d'Airbus. Nous travaillons déjà sur des sujets d'électrification, sur des nouvelles briques technologiques qui permettent de réduire ces émissions depuis un certain nombre d'années. Et notamment la genèse de notre projet d'avion à propulsion hydrogène tire ses origines aux environs de 2014-2015, qui était à l'origine des projets vraiment de R&T à très très bas niveau de maturité, où on s'est posé des questions sur quelles étaient les énergies que l'on pouvait utiliser de manière à réduire nos émissions. Alors on a pensé au méthanol, on a pensé à du biogaz, on a pensé à de l'ammoniac, on a pensé à tout un tas de choses. Et finalement, c'est l'hydrogène qui s'est imposé. Alors pour plusieurs raisons, c'est que d'une part, l'hydrogène au moins nous apporte la garantie que l'on réduit et que l'on élimine de l'équation l'atome de carbone. Donc là, il n'y a vraiment plus de C, et ce qui va nous garantir de ne plus avoir d'émissions directes, en tout cas de CO2. Donc ça, c'était un énorme avantage par rapport au méthanol, par exemple. Et également, donc l'hydrogène s'impose de plus en plus aussi dans les process de production des carburants de synthèse. Et donc on se dit que si il y a une émergence et une forte augmentation de la filière hydrogène qui permet d'avoir des quantités d'hydrogène disponibles justement pour ces carburants de synthèse, ça permettra également de pouvoir alimenter en direct nos différents moteurs. Donc tout l'enjeu du programme Zero I auquel j'appartiens, c'est justement d'étudier la possibilité d'introduire l'hydrogène en tant que carburant sous la forme directe, même si aujourd'hui on est encore dans une phase exploratoire où nous avons un choix à prendre, que nous n'avons pas encore pris, entre deux technologies qui se font concurrence sur le système propulsif, à savoir la pile à combustible et la combustion directe d'hydrogène. Tu peux passer à la suivante. Voilà. Alors, voilà quelques images que vous avez peut-être déjà vues, alors peut-être sous une autre vue, hein, ce sont des images d'artistes. Alors, n'allez pas croire que ce sont les 3 finalistes, parce que voilà, nous avons révélé 3 configurations qui sont ces 3-là au grand public en 2020. C'est juste une illustration de la variété des configurations et des systèmes propulsifs que l'on étudie dans le cadre de notre programme. Il est fort à parier que le jour où on verra le premier avion Zero I ou le jour où on officialisera ce programme, ce ne soit aucun de ces 3-là. On ne sait pas, ou l'un de ces 3-là. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous dire, nous sommes encore en phase exploratoire, nous avons étudié des centaines de configurations entre le nombre de systèmes propulsifs, la position, la dimension du fuselage, la position du réservoir. Enfin bon, on a vraiment fait énormément d'alternatives pour arriver à ces 3 configurations-là, mais pas que. Alors, juste pour vous donner un petit peu l'ordre de grandeur, puisque c'est vrai que là, on a changé d'échelle par rapport aux présentations précédentes. Donc, nos appareils aujourd'hui visent, pour la configuration à turbopropulseur, donc qui est en bas à gauche, la cible serait un avion avec une capacité de 100 passagers et une distance à parcourir de 1000 nautiques. Donc typiquement pour faire un Toulouse-Paris aller-retour, ça pourrait être tout à fait adapté. Mais nous étudions également des alternatives avec des configurations qui permettent de doubler ces capacités-là, donc soit des avions 200 places, soit et qui en plus pourraient permettre de franchir des distances jusqu'à 2000 nautiques. Alors comment va-t-on faire pour y arriver, puisque vous vous doutez que le développement de ces programmes va prendre un certain nombre d'années, plus de temps probablement que les programmes précédents que nous avons développés. Et pour pouvoir y arriver, nous allons dérisquer les technologies au fur et à mesure et le plus tôt possible, mais à l'échelle d'Airbus, hein, c'est-à-dire que ce ne sont pas des démonstrateurs qu'on va pouvoir faire à coup tous les mois ou tous les 2 mois. Hein, ça va prendre plusieurs années avant qu'on en arrive là. Mais c'est pour vous montrer les 3 démonstrateurs sur lesquels on travaille aujourd'hui. Alors le premier, c'est une modification de notre A380 numéro 1, donc le premier prototype qui a été développé et qui nous sert encore aujourd'hui pour nos essais en vol, qui va être très lourdement modifié de manière à héberger sur la partie arrière du fuselage un système propulsif qui s'appuie là sur, en l'occurrence, une pile à combustible. Donc c'est le premier démonstrateur en vol que nous allons mettre en place. À l'horizon, alors je ne vais pas forcément m'avancer sur la date précise, mais disons autour de 2026-2027, qui devrait voler de manière à ce que l'on puisse vérifier le comportement de la pile à combustible en vol et également valider le fait que les émissions autres que celles de CO2, puisqu'on se doute bien qu'on n'aura pas d'émissions de CO2 là, mais qu'au moins on puisse réduire également les traînées de condensation et les émissions de NOx qui sont les autres polluants atmosphériques et contributeurs au réchauffement climatique. Donc ça, c'est notre premier démonstrateur avec cette pile à combustible. Si tu passes sur la planche suivante, on en a un deuxième. Alors c'est le même porteur
qui sera remodifié. Donc une fois qu'on aura validé tous les vols avec ce premier démonstrateur, on déposera la pile à combustible et le moteur que l'on a mis en place pour le remplacer par un moteur thermique cette fois, qui est une modification d'un moteur existant. Donc c'est un General Electric Passport, qui est aujourd'hui un moteur qui est utilisé dans l'aviation d'affaires. Et donc ce moteur va être modifié pour pouvoir brûler de l'hydrogène à la place du kérosène. Et on va faire exactement la même chose. Donc on aura l'avion 380 MSN1 qui sera équipé de réservoirs hydrogène liquide, on en reparlera après, équipé d'un pod propulsif pour faire les mêmes essais, et donc devrait voler environ 1 an après le premier démonstrateur. Tu peux passer au suivant. Ah, il en manque un. Ah oui. Je veux pas refaire de Funès, mais il en manque une. Oui, alors il y a un troisième démonstrateur avec une illustration donc, que peut-être Benjamin arrivera à retrouver à temps. Nous développons également un démonstrateur sol. Donc là, ce démonstrateur-là est voué à voler pour valider un certain nombre de sujets pendant le vol. Mais nous avons également un démonstrateur sol que nous mettons en place de manière à dérisquer les sujets de refueling, puisqu'on sait que c'est l'opération critique liée à l'hydrogène sur les aéroports. La partie vol ne concernera plus l'aéroport, mais la partie refueling est vraiment la partie la plus risquée. Et donc nous avons besoin d'apprendre et également de développer les nouveaux standards de refueling avec nos partenaires. Donc nous avons annoncé l'année dernière un partenariat avec Ariane Group qui va nous permettre de développer un démonstrateur pour faire des essais de refueling en hydrogène liquide et qui s'appuie aussi sur le 380 MSN1 que vous venez de voir. Trop tard. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Je pense que l'image est disponible publiquement. Voilà, et pour en conclure avec notre feuille de route, donc, comme je vous disais, les horizons temporels sont relativement éloignés, mais finalement, à l'échelle d'un développement avion, ça ne nous laisse pas tellement de marge par rapport à un développement classique. L'entrée en service de notre appareil est prévue pour 2035, avec une configuration qui, pour le moment, est toujours inconnue, même de nous, qui sommes des insiders. Ça signifie que nous allons devoir figer la configuration et faire notre choix sur le système propulsif et sur la configuration de cet avion au plus tard en 2027, car 8 ans pour certifier un appareil de ce type et finir les tests, c'est pas trop. Donc je pense que 2027 sera vraiment la date butoir à laquelle il va falloir que l'on prenne notre décision. Et après, si on revient à la genèse, oui, effectivement, nous avons lancé ce programme en 2020 avec des premières briques en 2018 et un petit peu avant. Donc voilà, en espérant vous revoir en 2035 pour vous annoncer l'entrée en service commercial et vous voir à bord de cette avion. Voire même au JH2 2027 pour le... Ah, pour annoncer le lancement du programme, oui, pourquoi pas. Exactement. Voilà, merci. Merci beaucoup Julien, merci beaucoup. Et toutes mes excuses pour cette diapo en moins, évidemment. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez pu préciser un peu vos données de calendrier à vous aussi, mais pour un peu avoir une idée des échéances qui sont les vôtres, si vous pouvez les préciser. Donc je parlais tout à l'heure de démonstrations, notamment dans le cadre de la MIMAL. Donc ça fait 1 an et demi maintenant qu'il y a des démonstrations qui sont en cours. On vise ensuite, à partir de maintenant, un premier prototype fin 2024, dont on finalise le développement et on va commencer la production d'ici la fin de l'année. Et ensuite 2 ans de certification, donc moins long que pour un avion CS-25, mais tout de même, on commence déjà à avoir des discussions avec l'EASA sur quels sont les besoins, les démonstrations qui vont être spécifiques à l'hydrogène, au ravitaillement, à l'utilisation de la pile à combustible. Donc tout ça pour une entrée en service fin 2026. Et Alexis, le fait qu'il n'y ait pas de pilote peut-être est plus imminent. Oui, alors donc, le premier proto vole depuis 2020. Alors maintenant, il est même dans un musée, parce que 2020, c'était il y a longtemps. Les premiers vols de Mangabi, c'est donc pour cette rentrée scolaire, et mi-2024, donc été 2024, entrée en service chez les clients. Voilà, en gros, un drone, c'est presque comme un Airbus. Sauf que nous, il nous faut 1 an pour faire un démonstrateur et 2 ans de plus pour industrialiser et certifier cela. Donc c'est 3 ans, un programme normal. Sur hydrogène, on est quasiment sur ces temps-là aussi. Voilà. Très bien, ouais. Mais d'où l'intérêt finalement, pour faire le lien avec ce que présentait Laurent aussi,
de cette initiative Maël, qui finalement elle peut ouvrir la voie aussi et servir. Tout à fait, ouais. tout à fait, tout à fait. Et alors ouvrir la voie pour l'aéro, mais nous, c'est au-delà de ça, c'est Ouais. nous ouvrir des marchés aussi. Donc voilà, c'est même très concret. Bon, on a fait, comme je vous l'avais promis, le tour avec une progression par taille et par application avec les drones, les avions légers, donc pour les leçons d'aviation, de pilotage, ainsi que les avions commerciaux. Et maintenant, on va passer, donc Laurent en a parlé dans ses propos introductifs, sur les zones aéroportuaires et finalement la logistique qui va être associée à ces zones aéroportuaires et la distribution, voire même la production, hein, ce qu'on va voir avec les différents projets qui sont aujourd'hui étudiés et parfois même déjà déployés, et ce qu'on va voir avec Guillaume de la Grand Rive, donc de chez NJ Solutions, pour nous parler donc du retour d'expérience de la station iPort, voire même les perspectives d'avenir. Guillaume, je te laisse te présenter. Merci Benjamin. Bonjour à tous. J'ai la chance de m'occuper des activités hydrogène en Occitanie. Et à ce titre-là, Engie, qui croit vraiment au hub énergétique aéroportuaire, m'a donné la charge de m'occuper d'iPort. iPort, pour information, c'est une station de production et de distribution en zone aéroportuaire. C'est une production d'1 mégawatt. Benjamin, si tu peux mettre le slide suivant, s'il te plaît. C'est une station d'1 mégawatt donc, qui délivrera 400 kg par jour, donc 140 tonnes par an, avec, avec une particularité, c'est qu'on aura une station de distribution airside et une station de distribution landside. Donc aussi bien pour le public que pour le privé. Engie développe cette station en partenariat avec l'AREC, l'Agence régionale énergie-climat, qui est coactionnaire de cette station et qui nous aide énormément sur le développement et sur le rayonnement aussi d'iPort. Les usages principaux pour cette station, on parle de 430 kg jour. Hein. Pour information, si on doit fournir un avion, ce serait 10 minutes de vol. Donc on ne va pas parler d'aviation sur ce... 15 minutes, pardon, excuse-moi. Donc on ne va pas forcément utiliser cette station pour imaginer l'aviation de demain. En revanche, c'est une station sur laquelle on a des usages privés-publics, donc, qui sont les bus qui circulent autour de la zone aéroportuaire. On a les flottes captives aussi de certaines entreprises qui aujourd'hui vont commencer à nous réclamer de l'hydrogène. On a des industries aussi, et on s'aperçoit que les industries demandent de l'hydrogène en export. Et on a la partie aéroportuaire avec tout ce qui est GSE et logistique dans la zone aéroportuaire, qui est un usage qu'on va voir arriver à plus long terme. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. C'est une réalité parce qu'on peut voir qu'aujourd'hui, 5 bus tournent depuis avril 2022, et ces 5 bus ont consommé à peu près 4 tonnes d'hydrogène. 3 de ces bus sont pour la zone aéroportuaire et pour l'aéroport Toulouse-Blagnac, et 2 autres sont pour les employés tels que Julien, les employés d'Airbus. Ce sont des bus qui font les usines Airbus et le centre-ville de Toulouse, donc on a déjà de l'hydrogène qui circule en ville. Donc ça, c'est déjà une première validation des usagers. Les usagers ne s'aperçoivent pas que c'est un bus à hydrogène, sauf quand ils le regardent et qu'ils regardent leur belle livrée. Mais à part ça, il n'y a pas de changement, c'est un bus électrique. Et donc, on n'a plus cette difficulté de l'usager. L'usager l'a complètement accepté. Derrière, on a aussi franchi quelques barrières sur iPort. Et ces barrières sont déjà les plans de secours. Sur un aéroport, ce n'est pas des plans de secours classiques qu'on peut avoir sur une industrie, puisqu'il y a forcément le passage en zone gendarmerie. Donc, on a aussi franchi la barrière gendarmerie, police aux frontières et ainsi de suite, pour tout ce qui est acceptation de nos employés, mais aussi acceptation des risques industriels. Mais ces risques industriels, pourquoi est-ce qu'on a pu, du moins, faire accepter par les services de police et de pompiers? C'est parce qu'on est aussi réglementé par la DREAL et la DGAC, que maintenant on a cette expérience qui fait qu'on peut apporter de l'hydrogène sur un aéroport. Et j'ai mis entre guillemets les voisins. Les voisins, c'est comme toujours ceux avec qui on a le plus de mal, parce qu'ils ont une appréhension, ils ne sont pas dans le projet, ils ne sont pas inclus dedans. Donc on a forcément une mission de communication très forte.
Pour information, l'hiver dernier, j'ai passé 3 mois à faire de l'acceptation sociétale avec quelques-uns de nos voisins qui ont des craintes réelles et qu'il faut non pas calmer ou masquer, mais il faut communiquer, il faut les accompagner dans toute leur démarche. C'est pour ça que je peux dire qu'aujourd'hui, on a vraiment validé le schéma d'une zone de production et de distribution sur un aéroport. Si tu peux passer au slide suivant. Et c'est pour ça que l'enjeu de demain, c'est maintenant de savoir comment cet hydrogène va pouvoir être intégré. On en a parlé tout à l'heure sur les drones et eVTOL. Ensuite, on a parlé des avions légers et de l'aviation commerciale. Bien entendu, ce sont les enjeux de demain. Et pour ces enjeux de demain, on a quand même un impératif. On ne va pas faire voler des avions décarbonés si tout le matériel aéroportuaire reste au diesel. Il va falloir déjà ou en parallèle travailler à la décarbonation des aéroports. On en voit beaucoup. L'aéroport Toulouse-Blagnac fait partie aussi de figures innovantes sur la décarbonation. Mais les matériaux roulants, il nous faut aussi une maturité et une massification de ces matériaux roulants. L'autre point crucial et l'autre enjeu crucial va être la supply chain d'apport d'hydrogène. Je vous disais tout à l'heure, 15 minutes de vol par jour fournies par ma station. Donc aucune utilité de produire sur ce site pour l'avion. Comment est-ce qu'on va fournir un aéroport? Est-ce qu'on aura des zones de production sur des zones aéroportuaires? Est-ce qu'ils ont le foncier nécessaire? Est-ce que ça fait sens d'avoir une production? Donc ça, ce sont des questions, et je te laisserai le micro, Julien, à ce sujet-là d'ailleurs. Mais une fois qu'on a produit, il faut refueler les avions et les moyens de vol. Et pour ça, on va aussi avoir besoin de standardisation, aussi bien sur les rampes de pression, donc sur les réservoirs, que sur toutes les pompes de distribution. Donc on va, nous, en tant que fournisseurs d'hydrogène, avoir ce besoin de standardisation par catégorie. Ça peut être les drones, les VTOL, les avions légers et les avions commerciaux qui ont une catégorie. Si on commence à avoir chaque producteur qui a une ou deux solutions de refueling, typiquement, on aura cette difficulté que peuvent avoir l'électricité sur le nombre de cartes de recharge qu'on peut avoir pour sa voiture électrique. Je parlais tout à l'heure de l'acceptation sociétale, et effectivement, ça, c'est vraiment un des gros sujets. Et il y a aussi cette stratégie, Julien, tu m'as regardé tout à l'heure en parlant de liquéfaction. La liquéfaction, doit-elle se faire sur un aéroport? Doit-elle être exportée de l'aéroport? Je te propose d'y répondre. Non, j'ai pas de diapo là-dessus. Mais j'ai une réponse. Par contre, pour Guillaume, enfin, j'ai pas vraiment de réponse, puisque la réponse, malheureusement, ça dépend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Ah ben voilà, oui, tiens, c'est le démonstrateur de tout à l'heure. Mais là, t'es comme... Mais là, je ne vais pas du tout parler de ça, c'est trop tard. Mais non, pour répondre à la question de Guillaume, effectivement, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais nous avons fait le choix pour notre futur programme hydrogène d'un réservoir d'hydrogène liquide. Pour des raisons de densité énergétique et de volume du coup du réservoir, puisque si aujourd'hui on partait sur une solution gazeuse, même avec des pressions modérées, on aurait déjà la complexité d'avoir un gaz compressé à bord, qui n'est pas forcément beaucoup plus simple qu'un liquide cryogénique, mais surtout le volume des réservoirs ferait au moins la moitié du fuselage. Et l'intérêt d'un avion commercial, c'est d'embarquer des passagers ou du fret, c'est pas embarquer des réservoirs. Donc on a vraiment besoin d'être le plus compact possible. Et donc pour répondre à cette question, l'hydrogène liquide aujourd'hui, l'équipe à laquelle j'appartiens et mon collègue Jean-Christophe qui est là-bas également, nous étudions tout ce qui est déploiement des infrastructures nécessaires pour pouvoir amener la molécule jusque dans l'avion. Tout à l'heure, je vous ai fait une présentation sur l'avion, mais ma spécialité, c'est plus les infrastructures. Et effectivement, nous avons aujourd'hui plusieurs scénarios de déploiement de ces infrastructures pour amener l'hydrogène jusque dans les aéroports. Et ce que l'on envisage, c'est que pour le début du lancement de ces nouveaux programmes, les quantités d'hydrogène liquide seront relativement modérées en termes de besoins, même si il faut quand même s'attendre à ce que dans un avion à hydrogène, même le plus petit modèle sur lequel on travaille, la quantité d'hydrogène qui sera embarquée à bord sera aux environs de la tonne pour pouvoir faire la mission qui est demandée. Le besoin en termes d'hydrogène liquide sur les aéroports restera quand même relativement modéré et gérable par des camions qui pourraient livrer cet hydrogène dans un premier temps.
Évidemment, avec le développement de ces nouveaux programmes, avec le fait que les aéroports commencent par opérer 1, puis 2, puis 3, puis on l'espère beaucoup d'avions à hydrogène, les besoins en hydrogène liquide vont devenir très importants et ne pourront plus être gérés uniquement par un convoi de camions qui s'empresserait au sein de l'aéroport. Donc la solution serait soit une production centralisée à proximité de l'aéroport où on aurait des grosses capacités de production et de liquéfaction parce qu'il y a quand même besoin de beaucoup de foncier pour pouvoir acheminer cet hydrogène liquide, ou bien une production locale sur l'aéroport, si bien sûr l'aéroport a les réserves foncières et on va dire les ressources pour pouvoir prendre en charge cette production locale. Merci beaucoup pour toutes ces précisions sur les infrastructures. C'est bon, je ne vous coupe pas, c'est bon, parfait. Donc, on peut les applaudir, je pense, déjà. Merci. Et nous allons donc conclure, c'est bientôt l'heure des questions, alors vous notez-les si vous en avez, et on va laisser la parole donc à Romain Deveste donc, pour l'ADEME, et donc pour un peu aussi... on ne va pas dire proposer le contexte, il a été posé plusieurs fois, mais vraiment situer finalement la trajectoire à suivre pour la filière aéronautique pour se décarboner, et également la part dans le mix énergétique que cela pourrait représenter pour nous remettre en perspective aussi, en quelque sorte, tous les projets qui ont été présentés et monter tous les challenges encore qui restent à surmonter. Romain, laisse la parole. Oui, merci Benjamin. Oui, on va faire une présentation un petit peu en décalé de ce qui s'est fait précédemment sur les réalisations. On va se poser la question du mix énergétique et des quantités. On va faire un exercice énergie-matière pour essayer de dézoomer et de se projeter à 2050 avec les deux exercices prospectifs qu'on a menés côté ADEME. Donc je vais me faire le relais de ces deux études complémentaires pour aujourd'hui. La première, c'est une étude prospective à 2050 qui est sortie il y a maintenant 1 an et demi, qui était pilotée par l'ADEME, mais avec un ensemble aussi DGAC, DGEC, et avec une invitation à la consultation de nombreux acteurs de la filière. Qui avait pour objectif d'élaborer 3 scénarios de transition globaux, systémiques de l'aviation à 2050 pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Je ne vais évidemment pas avoir le temps de rentrer dans le détail de l'étude, je présenterai uniquement des résultats énergie après, mais simplement pour situer quand même quelques hypothèses choisies pour que vous puissiez situer après les résultats. Le périmètre géographique de l'étude, c'était l'ensemble des vols commerciaux et passagers et de fret sur la France métropolitaine, mais aussi 50% des trajets France internationale. Et évidemment, donc, sur le périmètre temporel, on part de la référence à 1990 et on se projette à 2050. Les leviers qui sont mobilisés pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre et qu'on a pris dans le cadre de cette étude, ils sont au nombre de 5, donc on les connaît assez bien, et d'ailleurs Laurent en a présenté une grande partie: la réduction du trafic, le report modal, l'augmentation du taux de remplissage, l'amélioration de l'efficacité énergétique et la baisse de l'intensité carbone de l'énergie. Et c'est là-dessus, à la fin, qu'on va surtout se concentrer. Et donc l'objectif, c'était de faire 3 scénarios. Ces 3 scénarios, pour les présenter très succinctement, on a un scénario, disons, techno-push, le scénario A, rupture technologique, où on va augmenter le taux de remplissage, on va augmenter le taux de remplacement des avions, on va augmenter le taux de percolation de l'hydrogène, donc l'avion à hydrogène va arriver très tôt. Un scénario B, plutôt modération du trafic, où là on fait le pari de la sobriété, à l'inverse. Et un scénario C, où on se dit qu'on n'a pas le temps et qu'il faut actionner tous les leviers pour atteindre les émissions de gaz à effet de serre les plus basses possibles. Donc voilà, très grossièrement, la situation de l'étude. Je suis obligé d'aller très vite, mais si vous avez des questions, évidemment, à la fin, je serai ravi de... On est en avance, bon, parfait. Non, mais de toute façon, sur cette slide... Mais je vois le temps qui défile quand même, j'ai beaucoup de trucs à dire après, donc je préfère avancer. Sur les résultats, il y a encore un petit peu d'hypothèses ici, avant de vous présenter les mix énergétiques. Quelques hypothèses spécifiquement sur l'hydrogène. Évidemment, on a pris comme hypothèse que l'hydrogène n'était applicable en tant que carburant direct que pour les avions court courrier et en deçà, en termes de taille, qu'ils apparaissaient à partir de 2035 ou 2040 pour ce segment-là. Alors pour simplifier, on a pris une apparition des avions à 2035 ou 2040 hydrogène sur commuters, vols régionaux, court courrier, mais vraisemblablement on pourrait avoir des vols hydrogène sur des commuters et des régionaux avant 2035 ou avant 2040. Donc c'est une hypothèse simplificatrice. On a donc un taux de remplacement des flottes de 4% à 5%. Évidemment, on pourrait discuter cette hypothèse-là. Mais finalement, l'enseignement qu'on tire, un des enseignements de cette étude sur le mix énergétique, c'est celui sur les 3 scénarios, cette répartition entre guillemets un tiers, un tiers, un tiers et un élément additionnel qui est l'hydrogène, où on a finalement une répartition un tiers kérosène, un tiers biocarburant, un tiers e-kérosène,
et finalement, dans une part un peu variable, de l'hydrogène, et évidemment en fonction des hypothèses qu'on a prises auparavant. Donc l'hydrogène a sa place, quelque part entre 1 et 7% en termes de contenu énergétique des carburants aéronautiques. Donc c'est en effet une réalité. Mais le second enseignement qu'on tire de ces mix énergétiques, c'est que au regard du besoin en kérosène, l'hydrogène en usage direct reste minoritaire par rapport à l'hydrogène en usage production de carburant. Et donc quand on a eu ces résultats, on s'est posé la question de qu'est-ce que ça signifie en termes de quantité énergétique, en termes de quantité de CO2, ça a été rappelé tout à l'heure, pour produire des carburants, on a besoin d'hydrogène, mais on a aussi besoin de CO2 et vraisemblablement biogénique. Donc c'est la suite de cet exercice, et donc voilà, c'est la suite de cette étude, donc qui date d'il y a maintenant 1 an et demi. Depuis, les aspects réglementaires ont un petit peu évolué, en tout cas les objectifs européens ont évolué. On a aussi voulu plus se plonger dans la bibliographie pour regarder un petit peu les rendements énergétiques des réactions en jeu. Et donc on a mené cet exercice quantitatif énergie-ressources pour essayer de préciser, de donner des ordres de grandeur. Sur le contexte dont je le disais, on a une adoption assez récente, bon, ça reste à concrétiser, mais les derniers chiffres qu'on a sur le paquet RefuelEU Aviation, donc qui donne des objectifs d'incorporation de SAF dans les carburants aéronautiques, donne un objectif de 70% de SAF à 2050. Et on a un sous-quota de 35% de e-carburant à 2050, puisque dans les SAF, ça a été aussi rappelé tout à l'heure, on a une partie biocarburant et une partie e-carburant. On a pris comme hypothèse que sur ces 35% de e-carburant, que ces 35% de e-carburant qui vont percoler dans le mix énergétique de l'aviation, on aura uniquement du e-kérosène, on n'aura pas d'autres éléments, puisqu'on part aussi de l'existant et de la facilité. En termes de périmètre, on garde la production domestique, c'est-à-dire qu'on fait l'exercice de penser qu'il n'y aura pas d'import. La France doit être en mesure de produire l'ensemble de ces e-carburants à 2050 pour les avions vols métropolitains et internationaux. Et on se laisse la possibilité quand même, puisqu'on n'est pas capable de prédire l'avenir, de se donner 4 scénarios. On va jouer sur 2 leviers principalement. Un levier de demande et un levier d'hypothèse de procédé, donc de rendement optimiste ou conservateur. Et sur la demande, une demande basse et une demande haute. Et donc je vais détailler dans la slide suivante ces hypothèses-là. Donc on a ces 4 scénarios. À gauche, le levier estimation de la demande. À droite, le levier estimation de la consommation énergétique sur la chaîne de production. Je ne vais pas pouvoir rentrer totalement dans le détail, encore une fois, on sera ravis de répondre à vos questions après. Cette étude n'est pas encore publique, mais elle le sera d'ici les prochaines semaines, prochains mois, et disponible sur le site de l'ADEME. La question qu'on s'est posée, c'est quelle est la demande énergétique à 2050 pour le secteur aérien ? On se base sur ça sur 2 scénarios, un scénario prospectif ADEME qu'on a rendu il y a maintenant un peu plus d'1 an, et un scénario plutôt filière, co-construit dans le cadre de l'étude que je vous ai présentée précédemment, qui vise une demande énergétique un peu plus haute, et en cause, on part sur un trafic en augmentation croissante qui fait à peu près plus 60% par rapport à la période 2019 en 2050, alors que dans le scénario demande basse, on est plutôt sur une légère décrue du trafic de l'ordre de moins 22% par rapport à 2015. On prend cette demande énergétique-là à 2050, on applique ce fameux ratio de 35% qui est la cible, l'objectif de la Commission européenne pour 2050 pour l'incorporation de e-kérosène, et ça nous donne la quantité d'énergie la quantité de e-kérosène qui doit abreuver le secteur aérien pour l'horizon 2050. Et le second levier sur lequel on a joué, donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait trop long, mais sur la totalité des hypothèses de rendement qui nous font passer, entre guillemets, de l'électron à la molécule de e-kérosène. Donc on va jouer sur le rendement de l'électrolyse, le rendement de la sélectivité de la réaction de Fischer-Tropsch qui sert à produire le e-kérosène, et les hypothèses de l'hydrotraitement qui arrivent après pour la partie raffinage. Et donc on passe d'un rendement entre l'électron et la molécule de kérosène de 23% si on prend des hypothèses conservatrices, à 42% si on prend des hypothèses optimistes sur les développements technologiques qui arriveront à horizon 2050. Et donc les résultats de ces travaux internes à ce stade sur les besoins en électricité et en CO2 biogénique sont les suivants. Si on regarde simplement pour l'instant l'électricité, on va échelonner les besoins entre 25 TWh et 108 TWh. Pour donner un ordre de grandeur, 108 TWh, donc qui est le cas où on a une demande haute et des hypothèses conservatrices sur les rendements, ça correspond à peu près à la production de 8 réacteurs EPR nouvelle génération. Et si on compare ça à la production électrique qui est envisagée à 2050, dans les scénarios prospectifs ADEME ou RTE, on s'échelonne entre 16 et 20% de la production électrique française. Mais à l'inverse, si on prend le scénario bas avec des rendements optimistes,
on s'échelonne entre 3,5 4,5% de la production électrique française à 2050. Donc on voit qu'il y a un facteur 4, selon les hypothèses qu'on prend, sur la demande. Et sur la demande en CO2 biogénique, pour synthétiser le e-kérosène, alors une précision, pourquoi biogénique ? Dans la réglementation européenne à l'heure actuelle, il est bien mentionné qu'à partir de 2041, il ne sera plus possible d'avoir recours à du CO2 fossile pour produire des RFNBO, donc des carburants bas carbone qui rentreront dans les cibles de décarbonation. On pourrait aussi recourir au DAX, donc à la captation de CO2 direct dans l'air, mais c'est une hypothèse qu'on a choisi de ne pas prendre en raison des consommations électriques que ça pourrait induire et des pressions que ça pourrait encore une fois rajouter sur le mix énergétique. Et donc on a besoin uniquement de CO2 biogénique. Et cette demande, elle s'échelonne entre 3,7 et 12,4 mégatonnes de CO2 par an, qui est à comparer, qui est à mettre en regard aux gisements qu'on envisage à 2050 de CO2 biogénique, qui sont, si on se limite uniquement aux grands émetteurs français à 2050, qui pourraient produire de l'ordre de 11 à 16 mégatonnes de CO2 par an. Et si jamais, au-delà de la demande de l'aérien, mais de la demande des autres secteurs, on a besoin de plus de CO2 biogénique, il faudra à ce moment-là aller taper dans un gisement plus grand, de 32 mégatonnes de CO2 en tout cas estimé, où on pourrait aller chercher des émetteurs plus diffus, plus fins. Mais dans ce cas-là, il faudra mettre en place un réseau de CO2 pour mailler le territoire et rentabiliser cet acheminement de CO2. La dernière slide, et j'en ai fini, il me reste 10 secondes, c'est parfait. En conclusion, la conclusion de ces travaux, c'est de dire que l'atteinte des objectifs de décarbonation européen ReFuelEU Aviation sont atteignables sans mobiliser de façon déraisonnable les ressources en électricité et en CO2, à la condition de rester dans des demandes de trafic basses. Et donc de mobiliser des fameux leviers de sobriété des usages. On ne travaille pas à l'ADEME pour rien. Et pour ça, on propose 2 conditions. La première, donc, c'est de planifier cette réduction de la demande plutôt que de la subir. Et la deuxième, c'est de prioriser les usages pour éviter que l'aviation ne cannibalise les gisements d'électricité et de CO2. Parce que l'aviation ne va pas être le seul secteur qui va vouloir se décarboner et rapidement. On va avoir aussi besoin de e-carburant dans le maritime, que ce soit du e-méthanol, e-ammoniac, e-méthane. Donc il va y avoir une planification aussi à avoir et une priorité des usages à avoir sur ces secteurs-là. Et enfin, dernier point, pour revenir sur la question du CO2 biogénique, ce CO2 biogénique à 2050, il sert aussi dans les scénarios de bouclage système énergie-climat à faire du carbone négatif. Ce carbone négatif vient compenser les émissions incompressibles qu'on a à 2050, industrielles ou non, qu'on n'arrive pas à réduire. Donc si on retire ce CO2 biogénique en masse de la disponibilité pour faire du BECS, donc du stockage et de la valorisation de CO2 biogénique à 2050 pour faire du négatif, si on le retire, ça fait autant de carbone négatif en moins et donc ça fait autant d'émissions incompressibles qu'il faudra gérer et dont il faudra trouver des solutions. Donc tout simplement pour dire que, je rajoute un petit point avant de conclure, désolé, vous avez vu que dans cette étude, on n'a pas parlé de coûts, on n'a pas parlé d'impact environnemental, c'est la poursuite des études qui va se faire, donc on va aborder ces questions-là après. Et simplement pour conclure, donc, il est tout à fait possible d'atteindre les cibles de décarbonation de l'aérien à 2050. On a vu qu'il y avait deux possibilités d'utiliser l'hydrogène en usage direct, l'hydrogène en usage e-carburant. Mais il faudra absolument faire attention à la priorité des usages et à la planification de la demande pour qu'on puisse atteindre les cibles qui sont fixées. Merci beaucoup Romain pour ces précisions. Et pour nous avoir finalement dévoilé quelques conclusions en avant-première, merci beaucoup pour ça. On se rend compte, il y a vraiment des challenges qui sont dès à présent qui ont été exprimés dans les sessions plénières sur la fourniture en électricité primaire pour produire l'hydrogène. On se rend compte que c'est quelque chose qui va aller crescendo avec le temps. J'ai noté 175, c'est ça, TWh. Quand aujourd'hui, pour atteindre notre objectif de 6,5 gigawatts d'électrolyse, ça représente une vingtaine de TWh pour 2030. On se rend compte qu'il y a encore un pas d'ici à 2050 à franchir pour atteindre ces objectifs. Et en tout cas, voilà, un sacré challenge et donc encore au service du développement de notre mix énergétique décarboné. Alors, c'est le temps des questions. S'il y a des questions pour les intervenants, vous savez les noms qui sont rappelés si vous voulez les interpeller directement. Donc, je vois une question ici. La première est toujours la plus difficile, mais ça débloque le reste.
Non, c'est une question, je ne sais pas s'il y a une réponse à Romain en fait, c'est parce que j'entends partout qu'il faut planifier, mais ça devrait être le rôle de qui de planifier, parce que au niveau national et au niveau européen, parce que c'est compliqué, parce que il y aura des planifications sur l'aérien via les directions générales, il y a sur le DGMPA pour le maritime, et c'est qui le grand chef de tout ça? Si tu as la réponse. Je veux bien la réponse. Je veux bien la réponse aussi. Nous, on donne les chiffres, on donne les ordres de grandeur. Après, c'est à tout le monde de s'en saisir. Effectivement, le but de l'étude, c'est bien fixer les ordres de grandeur et pouvoir se poser ce genre de questions finalement aussi. Y a-t-il d'autres interrogations? Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y en a jamais. Donc, s'il y a une question, n'hésitez pas, c'est le moment. Je vais juste prendre le micro pour que tout le monde profite. Oui, dans le Blue Spirit, quel est l'ordre de grandeur des piles à combustible? L'ordre de grandeur, c'est de l'ordre de 10-15 kW. C'est ça, il en faut 12? Il en faut 12, c'est 12, ça. d'accord. 12 piles à 15 kW, c'est bon. Merci. C'est ça. Et bon, je vais peut-être en improviser une question, mais... excusez-moi. Bien sûr, monsieur Oukli. Merci. Je sais que Romain a dit qu'il ne répondrait pas, mais je pose quand même la question. Moi, j'aimerais avoir des ordres de grandeur de coût. C'est la suite des travaux, la suite dans quelques mois. Peut-être, oui, si chacun a un petit mot pour quelles pourraient être, par exemple, vos attentes vis-à-vis de la filière hydrogène. Là, vous avez quand même un panel de personnes qui sont particulièrement impliquées. Ça peut être les équipementiers, ça peut être la chaîne énergétique, ça peut être... si vous aviez un message aujourd'hui pour fixer le bon point de départ, pour vous permettre à vos projets d'aboutir, quel serait le message? Voilà, si vous pouviez en partager un, chacun votre tour. J'y ai un peu répondu tout à l'heure, mais c'est vraiment les équipements aéroportuaires pour nous où on aimerait un développement, mais surtout une croyance, massification, croyons-y, c'est vraiment un avenir qu'on a aujourd'hui. On s'aperçoit que c'est une réalité, donc allons-y, n'ayons pas peur et ne soyons pas frileux. Oui, et pour compléter ce que tu viens de dire, Guillaume, Airbus n'est pas juste un émetteur de CO2 par le biais des vols que nous opérons pour nos avions de développement ou les avions avant qu'ils soient livrés aux clients, mais nous avons aussi un très gros site industriel sur Toulouse, qui est aujourd'hui le deuxième plus grand site industriel d'Europe. Et à ce titre, nous avons également des émissions de carbone par le biais de nouveaux engins, véhicules aéroportuaires, engins industriels de levage, de tractage, etc. Donc l'usage de l'hydrogène doit être aussi amorcé dans le cadre de ce type d'opération. Et c'est tout l'objet du travail que nous faisons ensemble, d'étudier justement pour le cas du site d'Airbus Saint-Martin, quelles seraient les applications possibles de l'hydrogène en termes de mobilité, de véhicules aéroportuaires et d'engins industriels. Finalement, toutes les avancées possibles sur le terrestre qui est plus mature vous serviront in fine. Oui, ça va permettre d'apprendre ce que c'est que l'hydrogène sur un site industriel avant de devoir l'introduire en masse pour les opérations de notre avion. Parfait. Peut-être pour nos deux avions légers, des recherches, profitez-en des équipements, des composants. Nous, de notre côté, c'est aussi un message aux aérodromes, aux aéroportuaires et aux petits aérodromes aussi, le développement de l'infrastructure et la disponibilité des solutions de rechargement sur ces petites infrastructures pour, dans un premier temps, les vols de prototypes, mais après, pour le développement, comme je disais, des solutions auprès des écoles de pilotage. Et après, on n'a pas beaucoup parlé d'acceptabilité sociale. Je pense que c'est ce sur quoi on travaille aussi tous. Partager le mot de l'hydrogène et montrer que c'est des solutions qui sont disponibles, qui sont acceptables pour le futur et qui répondent à un vrai besoin. Et de notre côté, pour les drones, alors c'est un peu une liste au Père Noël, hein, désolé, mais on a vu une forte amélioration des technologies depuis qu'on s'est lancé là-dedans en 2017. C'était il n'y a pas si longtemps, mais très clairement en 2017, quand on venait voir des fournisseurs éventuels de piles combustibles, en termes de fiabilité, c'était pas toujours ça. Donc on a vu une vraie amélioration et ça c'est super, donc il faut continuer sur la fiabilité. Et après, il y a deux aspects qui vont vraiment jouer sur l'acceptation au niveau marché, selon moi. C'est le prix et donc le coût des technos.
Et c'est vrai que quand on est les premiers à les mettre en vol, on essuie un peu les plâtres. Et après, j'en parlais, c'est le poids. Plus ce sera léger, plus les résultats seront fantastiques par rapport aux autres technos, et plus on pourra le commercialiser. Merci beaucoup. Laurent, je ne sais pas si tu as... Oui, alors sur la filière aéro au sens général, ce qu'on peut remarquer, c'est on a la chance d'avoir en France et notamment dans le sud-ouest aussi une richesse des compétences autour de l'aérospatial au sens général. Et ça, il faut le cultiver, on le cultive. Tous les acteurs qui sont le cultivent. Et au-delà de cette richesse de compétences, on a des innovations qui voient le jour tous les jours. Tous les acteurs qu'on a sur le territoire le prouvent. Et ce qui nous manquerait, je pense, c'est du soutien financier privé. On a du soutien public. Il y a du France 2030, il y a les régions qui sont derrière, chacun à son niveau. Chacun dans les possibilités qu'ils ont. Il manque derrière le levier financement privé, puisqu'on voit qu'on a certains de nos acteurs au niveau Aerospace Valley notamment, qui ont du mal à passer à l'échelle pour justement industrialiser. On a les innovations, on a les idées, les technos, on les a. On a du mal à passer à l'industrialisation et à la production. Niveau européen également, je crois qu'il y a le Clean Aviation et Clean Hydrogen qui portent des appels à projets en commun. Tout à fait. Donc là, effectivement, c'est l'échelle supérieure où on va au-delà du niveau national. Les montages des projets sont complexes, mais il faut les adresser, il faut y aller. Même si côté outre-Atlantique, ça paraît plus simple et les ordres de grandeur sont pas les mêmes. Il faut rien lâcher, il faut tenter de faire ces appels à projets, de répondre à ces appels à projets, même si ils sont complexes. À Aerospace Valley, on est là justement pour aider nos membres à remplir et à déposer ces dossiers. Mais un petit coup de pouce sur les financements privés, ça ferait pas de mal. Merci pour vos listes au Père Noël finalement. Merci à tous. Est-ce que ça amène à des questions? Dernière chance. Je vois quelqu'un qui... C'est pas une question, c'est juste pour répondre à la question de Philippe Boucli tout à l'heure sur le prix. Donc Luc Bodino de l'ADEME. Les ordres de grandeur néanmoins, donc comme l'a dit Romain, il faut des études complémentaires sur l'aspect économique. Néanmoins, les ordres de grandeur qu'on a en tête sur les coûts de revient du kérosène, enfin des carburants, c'est de l'ordre de 5 à 6 000 euros la tonne par rapport au prix actuel de 600 ou 700 euros la tonne de kérosène. Donc on est dans un rapport un peu moins de 10. Voilà. Donc ça c'est le coût aussi, la décarbonation qui est sur la table. Au-delà des enjeux quantitatifs, c'est le coût et comment est supporté ce coût, par qui. Voilà, c'est les questions à poser. Merci pour ces précisions. D'autres questions dans l'audience ou... Ce qui nous permettra de finir. Non, on a le temps, on est même un peu en avance. C'est aussi une question à laquelle vous ne pourrez pas répondre. C'est pour Airbus. Je suppose que quand on voit que dans le mix, dans les différents scénarios, il y a une part de l'hydrogène pur, enfin liquide, qui est de 7% à 15%, enfin je crois dans les meilleurs cas, ça veut dire qu'il y a forcément un nombre d'avions qui est quand même limité derrière, bien que ça soit des moyens courriers, donc ils vont moins consommer, etc. Vous avez des points de passage, je suppose, en fonction de l'évolution du SAF, pour dire que à un moment, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Enfin, je sais pas, je suppose qu'il y a des points de passage. Est-ce que 2027 peut être un point où vous dites, finalement, les SAF ont tellement bien avancé, bon, on peut y penser, hein. Bon, rêvons un peu, que ça vaut plus le coup de le faire. Oui, potentiellement. C'est-à-dire que le SAF, si on arrive à baisser drastiquement les coûts et qu'on se rend compte que finalement c'est une solution de facilité pour atteindre le net zéro, ça viendra réduire tous les efforts à réaliser sur les autres technologies. Aujourd'hui, on n'y croit pas. Voilà, clairement, on pense que et c'est ce qui a déjà été dit, hein,
Oui, on pense même qu'il va peut-être falloir donner davantage de poids aux autres technologies électriques, enfin, pure électrique, pour l'aviation plus légère et hydrogène pour notre cas d'aviation commerciale, à cause justement de la disponibilité et la possibilité d'avoir suffisamment d'énergie en amont pour pouvoir produire ces ISAF. Et la quantité d'hydrogène aujourd'hui, on n'a pas, nous, la vision, on a des projections, on fait des études de marché, bien sûr. On va être aussi limité par notre capacité de production. On ne va pas pouvoir sortir autant d'avions à propulsion hydrogène qu'on sort de 3 mains aujourd'hui, ou en tout cas pas tout de suite. Il va falloir quelques dizaines d'années avant d'en arriver à cette cadence. Et ça va de facto limiter la consommation en hydrogène, en tout cas sur les périodes de lancement des 10-15 premières années, quoi. Parfait. D'autres questions, Romain? Bonjour, une question pour Airbus. Comment avancent vos compétiteurs dans ce domaine? Alors bon, moi je peux répondre que par rapport aux échos que nous avons, puisque nous surveillons quand même les déclarations qui sont faites outre-Atlantique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est très pionnier dans le domaine de l'hydrogène. Aujourd'hui, Boeing, enfin en tout cas jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, Boeing ne croyait pas du tout, alors pas à l'hydrogène en général, mais à l'échéance temporelle que nous visons. C'est-à-dire que le message, c'est de dire 2035, impossible. Bon, nous on dit 2035 possible, donc on fait tout pour y arriver. Mais depuis, Boeing a changé un peu de philosophie et commence à envisager l'hydrogène comme étant un potentiel carburant direct pour certaines catégories d'avions. Donc voilà, ils ont des programmes ou de prospection également. Mais c'est vrai que leur positionnement, il est très clairement orienté sur les SAF et ils mettent le paquet là-dessus. Quant aux autres compétiteurs, par contre, c'est beaucoup plus compliqué au niveau de Comac ou des Embraer ou etc. Là, voilà, sur l'aviation régionale, c'est un peu moins enfin, pour Embraer notamment. Voilà, on va partir sur de l'hybridation, sur éventuellement de l'aviation électrique et également donc des solutions hydrogène, comme on le voit dans les roadmaps des différents constructeurs. On arrive sur des avions qui sont à peu près autour entre 19 et 50 places, disons, où on va avoir un mix entre de l'électrique et de l'hydrogène aussi. Plus facile à mettre en place sur des petits avions que sur des gros porteurs, bien sûr. Parfait. Merci beaucoup. Je voulais remercier déjà vous d'être présent et d'avoir pu suivre cet atelier. J'espère qu'il vous aura intéressé. On a sélectionné ici quelques acteurs. Il y en a vraiment beaucoup à travers la France qui portent aussi des projets d'avions hydrogène. Je ne vais pas les lister parce que je vais en oublier. Si le sujet vous intéresse, la semaine prochaine, c'est le salon international donc, du Bourget sur l'international. Vous devriez avoir quelques annonces faites et quelques présentations faites sur des entreprises dans le domaine de l'aviation hydrogène et ses dérivés, on l'entend avec les SAF. Donc n'hésitez pas à suivre ça de près. Également une conférence qui se structure, qui s'appelle iSky, qui est portée. Voilà. Je voulais aussi le préciser parce qu'elle sera focalisée sur l'hydrogène dans l'aéronautique. Et voilà un peu. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter, à venir nous voir juste après. Merci beaucoup aux intervenants. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci pour le partage de votre expérience et vos expériences pionnières, voilà, en la matière. Merci beaucoup. Merci à tous.